Bonjour à tous, bienvenue dans le Média Aloha News, c'est Nikita, je suis toujours accompagné de Jean et de Ness. Yo yo yo. Salut, salut. Quelle intro, c'est l'intro légendaire, bienvenue dans le monde Amani. La question qui nous anime aujourd'hui dans le monde Amani, c'est est-ce qu'on vient de vivre l'âge d'or du rap? Qui voudrait se lancer? Moi je vais commencer. Je vais dire que non. Pas spécialement parce que je suis un ancien, c'est que je kiffe ce qui s'est passé dans les années 2000 et dans les années 90. Mais plutôt parce que je pense que si on parle d'âge d'or, ça présuppose la mort de quelque chose ou bien la descente d'un mouvement. Et moi je vois pas du tout la fin du rap, je vois pas du tout, je vois qu'un mouvement en expansion continuelle, je vois pas du tout de fin. Donc pour moi, il s'agit pas encore de parler d'âge d'or ou pas. D'accord, et toi Jean? Alors moi je dirais que oui, on vient de vivre, en tout cas dans la dernière décennie, on vient de vivre l'âge d'or du rap. Je le voyais pas vraiment comme ce qui va venir va être moins bien, mais plutôt la dernière décennie était pour moi l'âge d'or du rap par rapport à ce qui a précédé. Alors qui voudrait développer, parce que ça risque de démoustiller l'ancienne école et la nouvelle école? Je veux bien commencer. Déjà, moi, c'est assez compliqué de préparer cette question parce qu'il faut essayer de se détacher de ce que nous, on pense. Et est-ce que moi, c'est les 10 dernières années que j'ai préféré? Je sais pas, j'en suis pas sûr. Mais je pense que rien que d'un point de vue comptable, on peut dire que le rap a un tout à fait haut statut aujourd'hui. C'est la musique la plus écoutée au monde. Je pense qu'on peut du coup parler d'âge d'or par rapport à ces années 2010. Et je pense qu'on a aussi une diversité qui est tout autre. On trouve énormément de qualités et de différentes qualités d'ailleurs. On peut voir des trucs qui sont mauvais, mais on voit énormément de choses qui sont, de mon point de vue, très bonnes. Et donc je pense que cette multiplicité finalement de choses qui sont sorties sur les dernières années, ça en fait sans doute l'âge d'or du rap. Ouais. Ness, envoie-lui une bastos là. Moi je pense qu'il y a encore plein de choses que le rap peut conquérir. Et c'est plus par rapport à ça que je me dis... Si on disait que l'âge d'or c'était maintenant, ça voudrait dire que le rap a atteint sa forme finale. Tu vois, il est celle niveau 3, alors que pour moi, il y a encore plein de trucs que le rap peut conquérir. Le truc le plus évident, c'est que le rap doit encore conquérir les femmes et qu'on a encore besoin de plus de femmes à l'intérieur de l'écosystème rap, etc. Et que ça reste une barrière qui est un peu... Si on regarde les dernières années, ça s'est amélioré. Cardi B, Nicki Minaj, IMDb, tout ça. Et puis en France et en Belgique, il y a eu Chilla, il y a eu Blue Samu. Mais là, je vois une marge d'expansion de dingue. Et donc, j'ai pas envie de dire âge d'or avant qu'on ait donné sa chance à cette dimension-là. Je vois aussi d'autres endroits. Je crois qu'on a vu aussi une espèce de collaboration avec d'autres styles. Le style caribéen, le style afro. Moi, je vois encore plein d'espaces que le rap peut pénétrer. Et donc, si maintenant on parle d'âge d'or, j'ai l'impression qu'on présuppose que le rap n'est pas capable d'aller dans ces endroits-là, alors que pour moi, on peut très bien le faire. Et comment tu répondrais justement à cette idée qui est véhiculée parfois dans le rap français, que l'âge d'or du rap français, c'était avant plutôt? C'était à l'époque de Time Bomb, à l'époque d'IAM, de Lunatic, etc. Dans le rap, en tout cas, on peut entendre, en tout cas dans les années qui précédaient, on entendait que l'âge d'or était passé. Oui, il y a même eu une tournée, générale de cette génération-là qui s'appelait l'âge d'or du rap. Moi, je répète, on parlera d'âge d'or quand le rap sera mort, comme on peut parler d'âge d'or de certains styles musicaux ou de styles artistiques qui sont morts, et on peut dire, ah ok, là ça a été le pic. Là où je rejoins Jean, c'est que je pense que comptablement et économiquement, il n'y a même pas de comparaison possible et imaginable entre ce qui s'est passé dans les années 90 et ce qui s'est passé dans les années 2010. On peut parler de hiver du rap dans les années 2000. Et même, je trouve qu'il y a quand même eu quelques explosions. Mais donc, pour moi, ce débat-là, c'est un débat... Déjà, c'est une source de frustration pour les anciens qui ne sont pas contents avec ce qui arrive. Mais il aura de sens qu'une fois que le mouvement sera terminé, quoi. Ouais. Moi, je voudrais réagir... En fait, je pense qu'on n'a pas attaqué la question exactement de la même manière et je ne suis pas en désaccord avec ce que Ness dit. Comme d'habitude. Non, c'est pas vrai. Je suis en désaccord comme Macron. Mais je ne suis pas tout à fait en désaccord avec le fait... Je ne pense pas non plus que la décennie qui va suivre sera moins bonne que l'actuelle.
Moi, j'analysais plutôt ça par rapport à ce qui précédait. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de défenseurs le rap c'était mieux avant, etc. Moi, je pense que le rap avant était différent. Maintenant, on a plein de styles qui se rejoignent. Et moi, je me réjouis, par exemple, de découvrir des artistes qui viennent de partout. Je pense qu'il y a eu la hype belge cette année, la dernière décennie, pardon, qui a été vraiment quelque chose qui a apporté beaucoup au rap francophone. Et maintenant, on peut écouter du rap qui vient un peu de partout. Je dis pas que c'était pas le cas avant, mais c'est encore plus le cas aujourd'hui. Ça s'étend de manière autant au niveau des styles qu'au niveau géographique. Je pense qu'il y a eu une vraie hype british qui moi m'a beaucoup plu, où on a vu, ça existait déjà avant avec The Streets, etc. Mais on a vu énormément de rappeurs de Grande-Bretagne qui ont émergé, avec Lol Carner par exemple. Donc il y avait Lol Carner, il y avait Stromzy, Reggie Snow, etc. Moi c'est quelque chose qui m'a... C'est une vague qui m'a beaucoup touché et que j'ai beaucoup aimé et que j'ai tué ces dernières décennies. On peut aussi parler de rap canadien, québécois, avec Loud, que j'ai découvert notamment et que j'ai trop kiffé, où je l'ai vu en concert et ça déchirait. Et d'ailleurs que je conseille à tout le monde. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui était peut-être un peu moins présent avant. Évidemment, je dis pas qu'on écoutait que du rap francophone, mais je pense qu'on a quelque chose qui s'est fort étendu à plein de niveaux. Par contre, je rejoins tout à fait Ness quand il dit que par exemple, les femmes dans le rap ne sont pas encore assez présentes. Et ça, j'aimerais vraiment que ça s'étende aussi d'un point de vue du genre, par exemple. Ça je trouve que c'est très important. Ouais. C'est quoi l'âge d'or du rap déjà ? C'est quoi la définition ? Qu'est-ce qu'on entend par ce mot-là ? Parce que ce mot revient souvent sur la table, mais on ne sait pas exactement... Enfin, personnellement, je ne sais pas exactement ce que c'est. On peut le définir comme étant la meilleure période. Moi, je dirais l'âge d'or, c'est la meilleure période au niveau du rap. Et donc moi en tout cas c'est comme ça que j'ai compris la question. Maintenant ça peut être décliné à plein de niveaux, ça peut être décliné au niveau de la qualité, au niveau du nombre de ventes, ce qui est pas forcément, il n'y a pas forcément une corrélation claire entre les deux. Moi je dirais qu'au niveau du nombre de ventes, comme on l'a dit, au niveau du fait que le public soit touché par ça, il n'y a pas photo. Je veux dire, la dernière décennie a été en tout cas celle qui a le plus vendu. Maintenant au niveau de la qualité, je pense que ça a été très disparate, mais il y a eu beaucoup de qualité. Et il y a eu beaucoup de trucs de merde aussi. Mais je pense qu'avant, c'est juste que les trucs de merde, on n'y avait pas accès parce que ça ne fonctionnait pas. Aujourd'hui, on a accès à tout. Oui, après, moi je rajouterais, je crois qu'il y a deux... Il y a deux éléments importants quand on veut parler d'âge d'or. Et je crois que pour ceux qui veulent, c'est vrai que 1995 là, et c'est vrai que 2015 pour moi. On peut comparer ces deux années pour être beaucoup plus concret. Là aussi, c'est... Une explosion économique, disons, mais aussi une explosion dans l'innovation et les risques qui sont pris et les nouvelles tendances qui arrivent. Et ça, c'est vrai. Moi, je ne suis pas du tout contre ceux qui se rattachent à l'ancienne école, parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'était des trucs de malades. Et ce qui est arrivé en 1995 et un peu avant, c'était des trucs de malades. 95 pour nos amis français. Et ce qui est arrivé en 2015, c'était aussi un truc de malade. Donc je crois que c'est une combinaison d'innovation. 2015 pour nos amis français. Aussi. C'est une combinaison d'innovation et de pénétration dans le marché. Donc c'est les deux éléments, et je crois que celui qui veut peut choisir 1995, 1995 et 2015, mais qui nous dit que 2025 ne va pas être encore plus puissant ? C'est là où moi je reviens à cette idée de... Je crois que c'est important. Il y a eu vraiment des éléments clés. Je crois que, tu sais, c'est vrai que la décennie qui est passée était incroyable. Je crois qu'il y a des phénomènes comme ça. Quand je revoyais un peu tous ces débats qu'il y avait sur les 2010, 2019, qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois qu'il y a des phénomènes comme ça incroyables qui se sont mis en place. Je crois qu'il y a des éléments qu'on oublie de citer plus dans comment on a intégré des nouvelles générations dans le classique. Et je crois que, par exemple, le fait que Kendrick Lamar ait reçu le prix Pulitzer, c'est quand même un truc de malade. Et je crois que personne n'aurait pu imaginer ça avant. L'étape suivante, ce serait qu'un gars de la nouvelle génération, en 2025, tape le prix Nobel de littérature. C'est pas impossible, mais je crois que si jamais il y a quelqu'un qui tape le prix Nobel de littérature, on parlera peut-être d'âge d'or à ce moment-là. Il y a B2O qui est sur le coup apparemment, on verra. Prix Nobel français de littérature, prix Goncourt pour B2O. Il y a eu ça, il y a eu, je dirais, plutôt au niveau, pas à l'intérieur du rap, mais dans comment ça s'est propagé. Il y a eu des gars, il y a eu PNL, il y a eu Childish Gambino, ce qu'il a réussi à faire. C'est quand même incroyable ce qu'il a fait dans les années 2010. Donc ça, tu vois, c'est des éléments qui font que oui, c'était dingue.
peut-être qu'en fait, ce qu'on compare, c'est 1990 à 2010, et que la réalité, c'est qu'entre les deux, peut-être tout le monde pense qu'on a eu un peu un hiver du rap. Mais un hiver du rap, voilà, ça peut exister, et on peut discuter de qu'est-ce qui a mené à ça. Il y a eu l'industrie, il y a eu le... Mais je pense qu'on a encore des jours brillants devant nous, quoi. Ouais, mais je suis assez d'accord. Je crois que ça peut être intéressant de se remémorer finalement. Il y a quoi qui s'est passé entre 2010 et 2019 ou 2020 dans le rap français. En tout cas, je crois que c'est quand même impressionnant. Déjà, ce qui est pas mal, c'est que 2010, c'est vraiment là que l'entourage commence à sortir avec un 995, etc. Et voilà. Il les place tout le temps. Je crois qu'il est sponsorisé Il par démèche, l'entourage. Non, pas du tout. Il est Il y en a plein sponsorisé. d'autres. J'avoue que je kiffe l'entourage, mais il y en a plein d'autres. Il y a PNL qui est sorti Section. durant Niska, Jul. Il y a eu un peu le Booba 2.0 qui a fait son apparition, même si ça a été une évolution constante, on va dire. Orelsan, parce que finalement, Perdu d'avance, c'était en 2009. Mais après, il a quand même sorti Le Chant des Sirènes et La Fête est finie durant ces années-là. Et ça a été ses deux plus gros succès. Perdu d'avance, c'était vraiment son premier album qu'il lâchait à la toute fin de la décennie précédente. Et voilà, et après, comme je l'ai dit, il y a eu plein d'autres raps. Il y a eu la vague belge, comme je l'ai dit, où il y a Damso, ça a été quand même un énorme phénomène. Je crois que pour un élément important qui est vraiment bien dans cette dimension rap belge, pour mettre un peu plus géographiquement, je crois que ce qui a été très important dans cette année 2010, dans cette saison 2010, c'est qu'on a décentralisé le rap. Et que je trouve qu'avant, c'était très parisien, que Paris dominait la carte. Bon, il y a Marseille, mais c'était Paris-Marseille, et qu'avec l'émergence de la scène belge, on a aussi étendu les sources. Et donc, il y a la scène canadienne, mais il y a la scène suisse aussi qui est venue après. Et donc, il y a un peu cette émergence de différentes sources qui ont enrichi le tableau. Et on peut parler de la scène marseillaise. En fait, la scène marseillaise, elle était très présente vraiment à l'époque. À l'époque, évidemment, IAM ou FF ou quoi. Mais après, elle a vraiment eu une importance qui était vraiment amoindrie durant la décennie précédente. Et maintenant, on voit qu'elle revient un petit peu. Et on voit effectivement que c'est beaucoup plus décentralisé. Et ça, je sais qu'on y revient souvent dans les épisodes du Monde à Mani, mais c'est clairement un phénomène qui est notamment dû à la numérisation de la musique et à des technologies qui sont apparues. Je pense que les connexions se font beaucoup plus facilement. On peut vite aller chercher un artiste qui s'autoproduit et qui fait des petites vidéos sur YouTube. On peut se dire, ce gars, il a du talent, on va aller le chercher. Avant, il y avait quand même une hégémonie à Paris et peut-être dans quelques autres villes en France ou en Europe. Mais c'était beaucoup plus compliqué d'exploser. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que justement cette décentralisation qui est existante, mais parfois un leurre aussi, dans le sens où quand on parle de rap belge, on parle du rap de la capitale finalement, de rap bruxellois, et que le rap belge et rap suisse, là je prends pas en compte du tout le talent des artistes, puisque le talent des artistes est évident, mais que il est donné, le ton est donné quelque part par la métropole qui est Paris. C'est-à-dire que le rap belge pète parce que la France, il y a un chauvinisme surtout parisien via les médias, etc., qui disent voilà le rap belge, voilà les petits loustiques de rap belge qui font que nous on a du bon goût, on a été chercher les petits indigènes de la savane et on a découvert le rap belge, le rap suisse, etc. Et que après ça on fera ça peut-être dans un autre débat, mais que depuis cette découverte, on se focalise un petit peu moins sur le rap belge et il y a moins de gens qui percent tout simplement. Ouais, c'est possible. Je pense qu'en tout cas, il est clair que c'est pas quand je dis que c'est décentralisé que Paris, par exemple, a moins d'influence. Je pense que Paris a toujours une influence énorme et je crois que ça peut se décliner à bien d'autres types de choses que la musique. On peut dire, par exemple, dans le sport, je sais que dans le foot, il y a énormément de jeunes qui viennent du bassin parisien. Je pense que c'est aussi un climat qu'il y a là-bas, un truc de concurrence où il y a beaucoup de choses qui se font là-bas et du coup, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à émerger de là-bas. Je pense qu'on peut... Au States, c'est la même chose. Même si il y a cette possibilité de décentralisation à travers la numérisation de la musique ou d'autres choses, c'est quand même plus facile de percer quand on est dans les bassins les plus grands, quoi. Et donc là, on peut parler de la région parisienne. Il y a ça, et je crois qu'effectivement, il y a un rôle à avoir des pôles qui permettent de jouer le rôle de tremplin. Moi, je pense que ce qui est bien aussi pour compléter ça et pour redonner une perspective sur 2010, c'est que ce qu'on a vu, c'est l'émergence d'un écosystème autour du rap
pas simplement un rap dépendant du reste, mais un rap qui s'autoproduit, qui s'autocrée et qui s'autopromeut aussi. C'est-à-dire que les médias se sont développés autour du rap pour créer une espèce de filière qui n'est pas dépendante des médias mainstream, pour créer son propre écosystème autour de ça. Et je crois que ça a été déterminant. Et donc, peut-être que là-dedans, ce qui devient déterminant maintenant, c'est que les médias se déparisianisent aussi. Tu vois, donc, c'est bien qu'on ait Aloha News, c'est bien qu'on ait Check, c'est bien qu'on ait Tarmac pour la Belgique, pour aussi créer autour du rap belge un écosystème belge. Un environnement qui lui soit propre, quoi. Mais il fallait passer par cette filiation pour aboutir à ça. Et je crois que ça fait partie des choses qui doivent progresser et qui doivent augmenter. Et je crois que en réalité, Paris en bénéficierait. Si on parle juste du pôle central, Paris en bénéficierait. Et qu'est-ce que vous répondez justement à des gens peut-être d'une ancienne école ou qui ont un avis sur le rap en disant que l'âge d'or du rap ne peut pas être aujourd'hui puisque les textes sont appauvris et qui considèrent que la substance du rap est le texte? Ça, c'est Kerry James, ça. Je pense que effectivement, il y a une tendance dans le rap à peut-être un petit peu appauvrir les textes à certains niveaux, ou en tout cas avoir des textes qui se basent sur des sujets qui sont bien précis. On en a parlé notamment dans l'épisode sur le capitalisme. Je pense que c'est juste qu'il y a énormément de choses aujourd'hui. Et si on met les bons filtres, si on a envie d'écouter vraiment de la musique à l'ancienne, il y a encore moyen de le faire, et il y a encore des artistes qui le font aujourd'hui. Je pense juste que peut-être qu'en moyenne, ce qu'on appelle, la dernière décennie n'est peut-être pas le meilleur d'un point de vue qualité, et encore, j'en suis vraiment pas sûr. Mais en tout cas, il y a une telle quantité qu'on peut trouver de la qualité partout. Et il suffit de choisir les univers dans lesquels on veut voyager, alors qu'avant, il n'y avait peut-être pas autant de quantité pour pouvoir aller piocher. Je crois qu'il y a une disponibilité, on peut écouter de tout le temps, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment aujourd'hui. Et ça, c'est une vraie richesse. Et qui dit richesse dit or, âge d'or. Ok, je sais pas comment rebondir là-dessus. Je vais reprendre ce que tu disais juste avant, et pour recoller avec ce que toi tu disais, je crois que déjà, ne serait-ce que l'argument que j'ai donné tout à l'heure, le prix Pulitzer, c'est Kendrick Lamar. Okay, donc je sais pas ce qu'il faut de plus comme argument sur la richesse des textes. Là, je parle pour les États-Unis. États-Unis qui ont aussi, by the way, eu ce truc de East Coast, West Coast, émergence du Sud comme étant un nouveau pôle. Donc il y a un peu les mêmes phénomènes qui se passent. Atlanta, etc. C'est ça. Il y a un peu les mêmes phénomènes qui émergent dans différents types de rap. Pour ce qui est des textes, moi en fait, je sais pas de quoi il parle. D'accord ? Parce que Kerry James, il dit ça. Mais quand il dit ça, et il y a cette espèce de triple interview sur Click avec lui, Medine et Youssoupha lui répond directement, mec, écoute Alpha One, écoute... Youssoupha aussi, cette track chanson française, où il unifie les deux. Moi, je sais pas de quoi on parle, je sais pas de quoi on parle, parce que le développement des textes maintenant, il y a beaucoup d'anciens qui fit avec les jeunes, parce qu'ils hallucinent sur la capacité des jeunes à créer des nouvelles choses. Peut-être que les anciens ou les anciens rappeurs qui se plaignent sont ceux qui ne fitent pas avec les jeunes, fit au sens de featuring, fit pas avec les jeunes uniquement parce qu'ils ne connaissent pas ce milieu-là. Et qu'ils écoutent peut-être, moi c'est une interview qui m'a marqué, qui écoutent des gars comme Zola qui viennent dire « moi j'en ai rien à foutre des textes ». Ben oui, mais c'est pas parce que Zola n'en a rien à foutre des textes ou que... je sais pas, ou que Gambi ou que Kobalade disent ouvertement j'en ai rien à foutre des textes, que le rap est devenu un milieu complet qui en a rien à foutre des textes. Ouais, et finalement ça va un petit peu dans le sens de ce que je disais on trouve de tout. Et on trouve effectivement, moi je trouve qu'il y a encore des vrais rappeurs à texte qui ont encore plein de choses à dire, etc. Mais c'est juste qu'on a des rappeurs à succès qui n'en ont rien à foutre des textes. Et ça, c'était peut-être en tout cas moins dit ouvertement à l'époque, et surtout ça fonctionnait peut-être moins à l'époque. Et juste pour ça, encore ce truc de succès, on regarde la liste 2019, le top succès, pour moi, PNL, Ninho, Nekfeu, tout ce que tu veux là-dedans, c'est des raps à texte. C'est des textes super riches. PNL, on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Moi, je trouve que textuellement, c'est incroyable. C'est pas du rap de Zoulou, quoi, tu vois, avec cette image un peu où il crie dans tous les sens en onomatopée. Il y a de la richesse dans ces textes-là. Donc, même dans le succès, c'est pas les masses apprécient aussi ce rap à texte-là. Et je dirais, pour me contredire moi-même, qu'est-ce qu'on en a à foutre que le rap doive être à texte, tu vois ? Le rap, ça peut être pas de texte, et c'est des émotions, et un élément important, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, la dernière fois sur l'autotune, si le rap devient juste du mumble rap, s'il y a une mouvance rap qui devient mumble rap, et où c'est que des émotions, bah ça devient du rap opéra, et pourquoi pas, tu vois ?
J'aimerais relancer là-dessus. Tu disais, tu sais, que parfois certains rappeurs ou engagés ou des acteurs engagés soient mécontents de cette situation que l'on vit actuellement avec le rap à texte qui se perd. Je me demande aussi si c'est pas un motif de couverture en se disant, vous voyez, grâce à tout ça ou à cause de tout ça, nous on vend plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être légitime, hein. C'est peut-être légitime. C'est peut-être légitime, exactement. Et moi, je me pose la question aussi, à savoir si aujourd'hui nous vivions l'âge d'or. Comme tu disais, l'âge d'or, le déclin suit, ou pourrait suivre en tout cas un âge d'or. Ça a été le cas du rock, par exemple, qui s'est popularisé et qui s'est un petit peu, comment dire, a perdu de sa substance et s'en est suivi finalement un déclin. Est-ce qu'on ne vivons pas ça avec le rap aujourd'hui, dans le sens où il y a forcément une apogée économique. Qui dit économique, on découvre un autre public, ou en tout cas un public qui découvre le rap, c'est-à-dire pas forcément issu des classes populaires, des classes moyennes et autres, et notamment les médias aussi aujourd'hui, qui ne sont pas poussés uniquement par des gens issus des quartiers ou autres, et qu'on voit aussi certains médias qui ont été là dès le début, ou à l'époque, ou que sais-je, s'effondrer, et le rap est repris finalement par des médias qui se sont intéressés par le rap, ou que ce soit par passion ou par une vision un petit peu capitaliste Opportuniste. Je sais pas si je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que si le rap perd de sa substance, c'est-à-dire que les médias sont dirigés non plus par des fers de lance, par exemple le Motif, je discutais avec lui, il m'a dit peu importe la texture du rap, il faut que les mecs de la street entre guillemets valident. S'ils ne valident plus, je pense qu'on vivrait un déclin du rap, parce que le ton est donné quelque part aussi encore par cette fibre un petit peu populaire. Ouais, je crois que c'est effectivement une très bonne question, et je vais rebondir sur ce que vous disiez tous les deux quand Ness disait peut-être que finalement on va vivre une époque où le rap ne va plus privilégier les textes et où ça va vraiment être des trucs bubble rap, etc. Ok, alors il faut peut-être redéfinir ce que c'est que le rap. On va peut-être redéfinir ce que c'est que le rap. Et rap, finalement, une des définitions, c'est rhythm and poetry. Je crois que quand on dit rythme et poésie, ça implique quand même de l'écriture, je pense. Ça implique une écriture qui soit un petit peu travaillée, etc. Moi, j'ai pas de souci avec le fait, et je pourrais même vraiment kiffer une musique qui part du rap et qui finalement débouche sur une musique où il y a très peu de paroles. Mais est-ce que j'écouterai toujours du rap à ce moment-là ? Et alors, un autre truc sur lequel je voudrais rebondir et qui finalement touche les deux choses que vous avez dites, c'est les rappeurs que tu as cités. Quand tu disais Gambi, Kobalade, etc., c'est tous des rappeurs qui sont très jeunes. C'est tous des rappeurs qui, a priori, vont être les rappeurs de demain, du coup, ou autres. Et c'est tous les rappeurs que tu as cités en disant ceux qui en avaient rien à foutre du texte. Et donc, la question que je veux te poser, c'est est-ce que finalement, vu que c'est a priori ceux qui vont porter la nouvelle génération, est-ce qu'on se tourne vers une décennie ou vers plusieurs décennies où les paroles, on n'en aura rien à foutre ou pas ? Et aussi peut-être rebondir par rapport aux jeunes rappeurs, est-ce que l'âge d'or d'aujourd'hui, c'est aussi les contrats CDI du rap ? Dans le sens où il y a des artistes, parfois aujourd'hui c'est des étoiles filantes, et que l'âge, comme je l'entends, l'âge d'or, c'est aussi être gravé au panthéon du rap et avoir des artistes qui durent, etc. Alors qu'aujourd'hui, je peux en citer plein des artistes qui ont fait quelque part des CDI, malgré eux, qui ont sorti peut-être un bon album, un bon single, et après, 2 ans après, on les entend plus, alors qu'à l'époque, c'était un peu moins le cas. Je pense à IAM, NTM, Lunatic avec Booba, ou Time Bomb, où certains artistes ont pu perdurer de manière pérenne 10 à 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, les artistes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont sur le devant de la scène, vont avoir des carrières de 10 à 20 ans, quoi ? D'un côté, effectivement, comme c'est plus facile de faire de la musique, c'est plus facile de percer et de sauter. À l'époque, ceux qu'on cite, en fait, ils passent déjà derrière le filtre de ils doivent être signés en maison de disque, donc il faut que quelqu'un d'autre, un manager, croit en eux, donc ils doivent passer des étapes que maintenant les nouvelles générations peut-être doivent pas passer. Après, tu vois, la question de savoir si ça détermine l'âge d'or ou pas, je crois qu'il faut rajouter une dimension. Quand tu parlais des gens de la street, ça doit être validé par la street. Je crois que si on veut que le rap continue à être innovant et donc qu'on continue cet âge d'or-là, ça doit continuer à intéresser les jeunes. Mmh. Et donc, là où j'ai un peu du mal avec les arguments généraux, et ça c'est Mehdi Maizi qui en parle beaucoup, et je crois qu'il a complètement raison là-dedans, ce qu'on doit souhaiter pour le rap, pour que ça continue, c'est qu'on doit souhaiter qu'il reste en lien avec la réalité des jeunes. Et la réalité des jeunes, ça peut être
ce que Kobalade, Gambi, etc. représentent, mais ça peut être d'autres réalités. Et personne ne nous dit que quelqu'un qui entre par ce prisme-là ne change pas après. Moi, si tu me demandes mon avis, je crois que Vald est arrivé avec des textes qui n'avaient pas beaucoup de sens et qui étaient plus en mode « Ah, me cassez pas les couilles, je fais ce que je veux, etc. » Et il a pris du sens dans sa maturation. Parce que moi, j'attends pas d'un gars de 17 ans qui soit le plus profond, le plus insightful au monde, mais peut-être qu'il va le devenir après et qu'il crée son parcours comme ça. Un gars comme Orelsan, au final, ses débuts étaient beaucoup moins profonds, pertinents, etc. ouais. que son dernier album. Donc peut-être que ces gars-là, ils ont droit à leur maturation et à leur parcours. Et s'ils rentrent par la porte de la jeunesse, de la naïveté, etc., moi je dirais que c'est plus un gage de « Ok, le rap se porte bien tant qu'il parle aux jeunes. » Et puis, il peut évoluer, quoi. C'est pour ça que je pense que quand on dit est-ce qu'on a vécu ou est-ce qu'on vit l'âge d'or du rap, c'est une question qui est fondamentalement hyper subjective. Et nous, c'est juste que nous, on a peut-être une définition du rap qui est la nôtre. On a grandi, notamment avec IAM, etc. On est vraiment des vieux, tu vois. Mais peut-être que, comme Kobalade, qui ne connaît pas IAM, peut-être que les nouveaux, en fait, ils ont juste pas cette définition. Et pour dire, est-ce que objectivement, est-ce que c'était l'âge d'or? Alors on peut se baser sur les chiffres, pourquoi pas. Mais je trouve que ça amène plus de substance d'avoir une définition qui sera un peu subjective. Donc moi, on va dire que les 10 dernières années étaient peut-être ce que j'appellerais l'âge d'or. Et peut-être que ce qui va suivre ne le sera pas, vu la tournure que ça prend. Maintenant, j'ai pas envie de paraître le vieux con quand je dis ça. Et j'ai jamais envie de devenir ça. Je crois que Mehdi Maizi le disait aussi, et j'ai bien aimé quand il disait ça. Il disait j'ai jamais envie de devenir le vieux con, et là j'arrêterai de faire du journalisme sur le rap parce que je le comprendrai plus. Il est possible, moi il y a vraiment des trucs tout nouveaux qui sortent où franchement j'arrive pas à accrocher. Je pense que c'est tant mieux. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Parce que t'es plus. C'est pour ça que à un moment donné, on vieillit et on n'est plus en accord avec certaines choses qui se passent dans la réalité. Et donc dans ma subjectivité, je dirais que ce n'est plus l'âge d'or, maintenant ça pourrait être l'âge d'or d'autres et c'est ce que je leur souhaite. C'est ça que je veux dire. Parce que des fois, j'ai l'impression que moi, personnellement, je vis cette époque très bien, avec une diversité artistique intéressante, mais parfois on aura l'impression que le rap avant, c'était un peu une épicerie, tu vois, où les gens venaient manger leurs trucs bio, et aujourd'hui, c'est devenu un supermarché où il y a de tout et de n'importe quoi, etc. Mais en tout cas, à l'époque aussi, il y avait du n'importe quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même au niveau des artistes, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils font des 18 heures par jour où il y a des burn-out, où les artistes sont en train de dire ouais, pour garder mon public, pour garder ma carrière, je dois sortir tout le temps des projets. Est-ce que... j'ai l'impression que ça écorche un peu la notion d'âge d'or où les gens doivent contribuer de manière forcée, alors qu'avant c'était le hip-hop, le yo-yo-yo, quoi. Le bon esprit où les gens faisaient les choses et écrivaient avec passion. Aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup d'artistes sont en train de dire, là je le vois comme un taf, que c'est plus trop une passion, entre guillemets, et que je dois produire pour garder mon public et gagner mon pain, quoi. Mais je crois qu'effectivement, ici on parle de succès. C'est quoi le succès finalement, okay? Peut-être qu'il y a des artistes qui explosent pas du tout, mais qui sont très contents de leur carrière parce qu'ils font vraiment ce qu'ils kiffent. Et ils n'ont pas envie de rentrer dans le moule qu'essaye de leur faire vendre, d'essayer de vendre la société. Et il y a peut-être des artistes qui réussissent à fond. Et quand je dis ici réussir, c'est peut-être qu'ils vendent à fond ou bien qui ont une fanbase qui est vraiment hyper solide, etc. Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est justement uniquement se calquer sur ce que la société nous vend comme étant la réussite dans le rap. Et je pense que maintenant... C'est vrai que peut-être qu'on a tendance à vouloir faire de la thune ou autre, et donc à essayer de se calquer à des trucs de la société qui, de mon point de vue très subjectif, ne correspondent pas forcément à une qualité dans le rap. Maintenant, ça peut être différentes manières. Je crois que un élément qu'il faut garder, qu'on peut garder en tête pour un peu correspondre à ce que tu dis et garder l'identité rap, c'est il faut que le rap continue à piquer. Ouais. Et à partir du moment où il piquera plus jamais, ce sera devenu complètement consensuel. Là, il y aura vraiment une identité qui est partie. Et je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais écrit un article pour Aloha News il y a quelques années et je me félicitais du fait que Damso avait été annulé pour l'hymne de la Belgique. Parce que je me disais, tu vois, il y a encore des barrières, il y a encore des gens qui sont contre le rap et qui trouvent que le rap, c'est pas consensuel. Et je me disais qu'en fait, c'était une bonne nouvelle que Damso soit pas accepté par certaines plateformes et tout, parce qu'il faut que des artistes continuent à piquer et il faut continuer à perturber le système. Et si le rap devient accepté partout et ne pose plus de problème,
peut-être que là, on peut commencer à s'inquiéter de la valeur même, on parlait de street, etc., mais de la valeur intrinsèque du rap à être ce dénonceur anti-système, etc. Ouais, mais je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est finalement que le rap continue à progresser. Parce que le progrès, finalement, c'est quelque chose, quand on est progressiste, finalement, ben, on va un petit peu à l'encontre de l'ordre établi, etc. Et je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est que le rap continue à progresser et donc ne rentre pas dans un truc qui est un petit peu, fixe comme ça, où on n'essaye pas d'évoluer, quoi, finalement. Mais est-ce que le rap n'est pas devenu l'ordre établi? Ben voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je ne souhaite pas, en tout cas. C'est ça que je ne souhaite pas et c'est pour ça que j'ai envie que le rap continue d'être progressiste. Et c'est pour ça qu'on a encore besoin de voir si des Zemmour insultent le rap, si un rappeur peut devenir l'égérie d'une équipe nationale, etc. Faut garder ça comme indicateur, voir si un rappeur qui insulte tout le monde est accepté par tout le monde parce qu'il vend, bah, peut-être que ça pique plus autant qu'avant et ça a perdu un peu de son Parce que même Al Capote aujourd'hui est accepté quelque part dans le milieu, encore à tâtons, hein, mais je veux dire, est accepté finalement alors que... Mais Black M a été refusé. Black M a aussi été refusé à Verdun. Ouais. Donc oui, je crois qu'il faut garder ça de vue et voir où on va. J'ai juste une remarque par rapport à ce que tu disais aussi tout à l'heure. On a une image du rap avant où tout le monde était content, etc. Moi, je crois qu'il y a aussi un truc qui est très impressionnant dans le rap actuel, mis à part quelques exceptions, c'est qu'il fait bon vivre. Tout le monde s'entend plus ou moins bien. Booba fout la merde de temps en temps, mais à part lui... Il y a quand même pas mal d'ententes et quand tu regardes les albums, ça devient même un peu trop, où tout le monde feat avec tout le monde, ouais. Et n'importe quel album aura un feat de Hush l'Enfoiré, de Nino, de Niska et tout. Pour moi, c'est un peu, ça sent quand même bon, quoi. C'est une bonne nouvelle par rapport à avant où c'était plus cloisonné. Là, il y a de la vraie communication, donc je crois qu'en termes d'ambiance générale, après, on peut nous dire que c'est juste parce qu'ils cherchent à faire de la thune et qu'ils veulent faire des tubes, mais je crois que d'un point de vue ambiance générale, on est quand même loin des gros clashs aux États-Unis et en France qu'on a connu à une certaine époque. Et est-ce que du coup, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que le jour où un rappeur aura le prix Nobel de littérature, est-ce que ça voudra dire que le rap a perdu ou a échoué? Sauf s'il se fait tirer dessus le lendemain par son ennemi juré. Ou alors, ce qui serait ouf, c'est qu'il refuse, comme Jean-Paul Sartre l'avait fait à son époque, il avait refusé le prix Nobel de littérature parce qu'il trouvait qu'il le recevait de gens qui étaient beaucoup trop consensuels, etc. Ça, ce serait fort. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos réactions. Merci à toi. N'hésitez pas à commenter, c'est un sujet très vaste, mais on vous attend dans l'espace commentaire. Et on passe à la rubrique punchline. Ness, c'est quoi la punchline du jour en rapport avec le sujet? J'en ai deux, et il m'a inspiré avec l'idée de faire une punchline mémoire. Mais elle n'est pas trop longue, mais je trouve que c'est plus elle a une couleur qui a changé avec l'histoire. C'est en référence à Féfé. Donc Féfé, parce qu'on parle un peu de l'hiver du rap dans ces années 2000, je crois que Science Super Crew, c'est quand même des gens à qui on doit donner beaucoup, beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait, et Féfé en particulier. Et à la fin des années 2000, Féfé, le Science Super Crew explosait, et Féfé lâchait un album beaucoup plus folk, chanson française générale, et il avait un son dans cet album qui s'appelait Miss Wesh Weshio. Et ce son, en fait, c'est un son de rupture avec une meuf, et si tu l'écoutes après ma bord, c'est un bête son de rupture avec une meuf. Mais en réalité, il parle au rap. Et il dit dans le son: redonne-moi ces instants, la sensation qu'on joue la même mélodie et pas tes derniers airs. On n'avait rien à 20 ans. Malgré les galères, je te connaissais pas triste, maintenant tu fais du zèle. Dis-moi comment t'as pu seulement t'oublier, c'est grave. J'étais ton ombre, aujourd'hui si je fuis, c'est dans l'espoir de te faire revenir. Et en 2019... Tu fais du rap, non? J'ai pas la mélo, j'ai pas l'autotune, moi. Et je trouve ça beau parce que c'est vraiment une histoire de lui qui se casse et qui abandonne le rap pour faire de la musique française. Et en 2019, il revient avec un album rap avec Leroy. Donc je trouve que ça fait bien cet arc le rap est redevenu attractif pour ces rappeurs qui étaient un peu frustrés de l'époque 2000. Mais il s'est quand même acheté une grosse voiture, Féfé. Il s'est acheté quoi comme voiture? Je sais pas. Bah une Féfé. On est en Belgique. Tout Et alors l'autre chose que je voulais placer, qui n'est pas une punchline, et après je vous laisse, aussi symbolique je trouve, c'était dans l'album de Nekfeu, Feu, en 2015. Il y avait pour moi une track qui a fait un point pivot pour Nekfeu et pour le rap en général, c'était Égérie, que j'ai trouvé incroyable. Le clip, la mélodie, tout est incroyable dans cette track. Et elle signe vraiment le changement de Nekfeu, je suis un rappeur, à je suis une superstar. Et à la fin de la track, c'est même plus dans le son, il parle en outro et il dit
tu vois cette image qu'ont les gens du rap, nous on va changer ça. Et je trouve que ça symbolise exactement les années 2010 et 2015 et l'essor du rap au-delà de l'image qu'on pouvait avoir avant. Lourd. Excellent. Jean? Moi, j'en ai juste une, et je trouve qu'elle elle représente bien le fait que le rap ait pris une dimension particulière. Mais le truc, c'est qu'elle n'est pas du tout écrite dans la dernière décennie. Elle vient de Biggie, et qui dit It was all a dream, I used to read World Up Magazine. C'est évidemment de Juicy, un de ses albums les plus connus, et donc qui dit vraiment, en fait, je me suis retrouvé dans les magazines que je lisais, quoi. Et je trouve que c'était assez fort comme signification. Et moi, je finirai par une phrase de SCH qui nous disait « Les gens qui nous aimaient nous ont délaissés, les gens qui nous haïssent, qui nous sucent, quoi. » Eh ben, lourd. Il est trop fort, ce SCH, il est trop fort. En tout cas, n'hésitez pas aussi à lâcher vos punchlines en lien avec le sujet. On vous lit, on commente, tout ça, quoi. Et on se retrouve à la prochaine. À l'aise. Incroyable, merci. À plus. Y'a pas de racisme dans la vente de drogue.